Bonjour à tous, je vais donc dans les prochaines minutes vous parler de la place de l'IRM dans le diagnostic du cancer de la prostate, un petit mot sur la place de l'IRM dans la surveillance active et puis les recommandations concernant le positionnement de l'IRM dans le diagnostic du cancer de prostate, mais également sa place dans la surveillance et dans l'imagerie de la récidive. Alors, ce n'est pas à vous que je vais apprendre qu'il y a autour du cancer de prostate et de la détection du cancer de prostate des informations qui sont souvent fausses, notamment sur le fait que le cancer de prostate est considéré comme un cancer bénin. Évidemment, ce n'est pas le cas. Le cancer de prostate est un cancer qui est extrêmement mortel, extrêmement fréquent. Surtout puisque c'est le cancer le plus fréquent actuellement de l'homme. La stratégie diagnostique du cancer de prostate a récemment changé. Elle a changé en 2019, en fait, avec le positionnement de l'IRM avant la réalisation des premières biopsies de prostate. Et ça, suite au développement de cette technique d'imagerie depuis les années 2010 jusqu'aux années 2018-2019, où on a montré que la réalisation de l'IRM avant les biopsies permettait de mieux détecter le cancer par la réalisation des biopsies ciblées et donc d'effectuer moins de prélèvements et des prélèvements qui sont plus rentables. Donc en fait, cette stratégie diagnostique, elle est maintenant basée sur une première étape qui est l'évaluation du risque du cancer, le positionnement de l'IRM et puis en fonction des résultats de l'IRM, eh bien un schéma de biopsie qui est différent en fonction de la positivité ou de la négativité de cette. Les 4 études majeures qui ont permis de changer cette stratégie diagnostique et qui ont définitivement validé la place de l'IRM comme outil de détection ont été l'étude de précision publiée dans le New England Journal of Medicine par l'équipe des Anglais, l'étude PROMIS, bien sûr, l'étude MRI First, qui est une étude française, et puis la revue Cochrane, et puis la revue Le Papier 4M. Donc il y a eu un certain nombre d'études à haut niveau de preuve qui ont montré que réaliser donc l'IRM avant les biopsies permettait de mieux détecter le cancer de prostate. Et surtout qu'elle franchir de la réalisation des biopsies inutiles. Donc en fait, il y a un double effet. Le premier effet, c'est l'augmentation de la détection des cancers cliniquement significatifs, donc avec du grade 4. Le fait que d'individualiser la lésion permet de mieux cibler les prélèvements biopsies, donc on a une meilleure caractérisation du cancer. Et puis surtout, cette stratégie, elle permet d'éviter les effets secondaires en diminuant le nombre de biopsies qui ne sont pas nécessaires et donc en évitant la réalisation des biopsies prostatiques lorsque l'examen est négatif. Et donc, bien sûr, aussi la moindre détection des cancers qu'on considère comme étant des cancers non cliniquement significatifs et qui donc ne nécessitent pas de prise en charge. Pour autant, nous ne sommes pas encore dans une stratégie de dépistage de masse, on est vraiment sur une stratégie de détection individuelle du cancer de prostate. Alors, la question du dépistage reste une question d'actualité, elle est extrêmement controversée, mais il y a une véritable volonté européenne, de la Commission européenne, de travailler sur ce sujet et d'aider à monter des essais, des grands essais internationaux pour essayer justement de déterminer quelle pourrait être la place de l'IRM, non pas dans une stratégie de détection individuelle, mais dans une stratégie de dépistage de masse. À l'heure actuelle, le positionnement européen, c'est le positionnement d'ailleurs international, c'est qu'on est dans une stratégie de détection individuelle du cancer de prostate et donc non de dépistage de masse. Cette détection individuelle, elle repose sur l'évaluation du risque, donc les hommes à partir de 50 ans ou de 45 ans s'il y a des antécédents familiaux de cancer de prostate, 45 ans pour les afro-antillais et 40 ans pour les patients qui ont des mutations génétiques, notamment les mutations BRCA. Et dans le groupe des BRCA, c'est essentiellement les BRCA2 donc, qui sont à risque de cancer prostatique.
Donc ne pas oublier chez les familles de cancer du sein, bien sûr, à évaluer la population masculine. Une fois qu'on a évalué ce risque, il faut refaire le dosage du PSA pour être certain de l'augmentation du dosage. Donc, qu'on considérera comme pathologique quand il est supérieur à 3 nanogrammes par millilitre. Et pour les patients qui sont asymptomatiques avec une augmentation du PSA, eh bien, on va utiliser des outils pour déterminer s'il y a une place aux biopsies. Ces outils, ça peut être les calculateurs de risque. Alors, vous en avez certains en ligne comme le RSPC. C'est l'IRM, bien sûr, et puis éventuellement d'autres outils, des marqueurs, des biomarqueurs. Une notion qui est très importante, c'est que cette stratégie n'a de légitimité que si le patient a une espérance de vie supérieure à 15 ans. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de bénéfice à détecter un cancer précoce de la prostate. Une fois que l'IRM est faite, alors ça c'est vraiment très intéressant. Donc on a évalué le risque du patient, un risque intermédiaire ou haut risque. L'IRM est déterminé et en fonction du score PAERADS, donc examen négatif 1, 2, examen douteux 3 ou examen positif 4, 5, on évalue le risque associé à l'IRM et on effectue les biopsies qui peuvent être des biopsies systématiques, plus ou moins biopsies ciblées. Donc là, vous voyez qu'il y a encore la place pour les biopsies systématiques dans cette population-là. Par contre, si le risque stratifié avec l'IRM est faible, eh bien, on va s'affranchir des prélèvements biopsiques. Ça, c'est vraiment une avancée. C'est une avancée assez récente. Dans les recommandations françaises, c'est une avancée de 2022. C'est-à-dire que le fait de s'affranchir des prélèvements biopsiques quand l'IRM est négatif est venu dans un second temps. Donc, deux stratégies basées sur le compte-rendu standardisé, le score PAERADS, positif ou douteux des biopsies systématiques ou ciblées, négatif, on s'affranchit de biopsie, mais c'est pas pour autant que le patient n'est pas surveillé. Il y aura une surveillance clinique, bien sûr, et biologique. Et si besoin, on refera l'IRM. Alors, le PAERADS, c'est quoi? Donc, pour Prostate Imaging Reporting on Data System, il y a eu 3 versions du PAERADS qui ont été publiées maintenant. Ces 3 versions, c'est 2012, 2016, 2019. Comme vous le savez, c'est un score qui est amené à évoluer. Là, il stagne un peu, mais pour le moment, il évolue. Il évolue avec le recul, avec bien sûr les évolutions techniques, avec le positionnement de l'IRM en première ligne. Bon, on s'est aperçu que ces scores, et notamment la place des différentes séquences, elles évoluaient dans le temps et que petit à petit, on est arrivé à un système de séquences dominantes et séquences minoritaires dont je vais vous parler, qui nous permettent à la fois la détection des cancers dans la zone de transition, dans la zone périphérique, avec des modalités un tout petit peu différentes. Un point important, c'est que le score PAERADS, c'est pas uniquement la standardisation du compte-rendu, c'est aussi la standardisation de la technique d'acquisition, et ça c'est très important parce qu'on ne fait pas une imagerie, un compte-rendu de qualité si l'imagerie n'a pas été obtenue dans les règles de l'art. Et ces règles de l'art, c'est ça. On peut faire une IRM de prostate à la fois sur un champ 1.5 ou 3 Tesla, essentiellement avec des antennes de surface pelvienne, avec une préparation du patient, c'est très important. Et encore à l'heure d'aujourd'hui, avec 3 séquences, d'où le terme multiparamétrique, donc une séquence T2, une séquence de diffusion, une séquence de perfusion. La séquence de perfusion reste encore d'actualité, elle est en évaluation, certes, mais pour le moment, on reste sur des examens multiparamétriques. Voilà, donc vous avez ici donc la visualisation de ces différentes séquences, l'imagerie T2, l'imagerie de perfusion ici et l'imagerie de diffusion avec la cartographie ADC et la haute valeur de B. Concernant cette imagerie biparamétrique, je vous en dis un mot pour comprendre la difficulté qu'on a à finalement abandonner la perfusion. C'est pas si simple de s'affranchir de la perfusion. Alors évidemment, le bénéfice, c'est qu'on a des papiers qui ont montré qu'il y avait une performance identique pour la détection des cancers de prostate
cliniquement significatif en termes de sensibilité, de spécificité, de valeurs prédictives négatives entre le multiparamétrique et le biparamétrique. Donc des performances diagnostiques similaires, un coût moindre bien sûr, on n'injecte pas le produit de contraste, c'est mieux accepté par les patients, il n'y a pas à les perfuser, ça va plus vite, on gagne du temps, donc plutôt que de faire un examen en 15-20 minutes, on le fait en 10 minutes. Et puis il y a la question des effets secondaires qu'on probablement on sous-estime et qu'on ne connaît pas encore sur le gadolinium, notamment au niveau cérébral. Le contre, c'est qu'on n'a pas encore de papiers à haut niveau de preuve qui nous permettent définitivement de nous affranchir de cette technique. Donc on les attend, il y a des études en cours, notamment menées encore une fois par nos amis britanniques. Les études qui sont publiées sont des études dans des centres académiques avec des lecteurs expérimentés. On montre qu'il y a une association entre le biparamétrique et l'augmentation de la lésion des nombres de détection des lésions indéterminées, donc finalement qui un petit peu plus de PAERADS3 qui vont conduire à la réalisation des biopsies, donc une surdétection des lésions non significatives. Et puis surtout, une des problématiques majeures de cette stratégie, c'est que la diffusion est une séquence qui est très fragile, très sensible aux artefacts, et donc elle peut ne pas être rentable du tout et ne pas donner les informations qu'on attend. Et la séquence de perfusion, on la compare souvent à ce qu'on a notre filet de sécurité, c'est-à-dire qu'elle est relativement stable. Si le patient n'est pas bien préparé, qu'il a l'air dans le rectum, etc., c'est une séquence que l'on peut utiliser et qui est assez reproductible et qui donne des informations fonctionnelles là où la diffusion peut être finalement non contributive. Un petit point aussi important à savoir, c'est que la qualité de l'examen, elle est maintenant jugée. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a respecté les critères d'acquisition que l'examen est forcément de bonne qualité. Et ça, vous vous en apercevez probablement tous les jours. Et pour évaluer la qualité, et maintenant que l'IRM est en première ligne, c'est très important, on a une grille de lecture qui s'appelle la grille PIQUAL pour Prostate Imaging Quality, et qui nous donne un petit peu d'un référentiel finalement pour juger de la qualité de chacune des séquences et de la qualité globale de l'examen. Alors c'est important avant d'interpréter l'examen ou même quand vous ouvrez un examen de vérifier que la qualité vous semble correcte. C'est très simple, c'est des petits critères visuels. Par exemple, sur une imagerie T2 comme ça, vous regardez si vous avez une netteté des vésicules séminales, si vous voyez les canaux éjaculateurs, si vous voyez bien les contours de la prostate, si vous voyez bien le sphincter urétral, bref, des petits critères simples à analyser et qui vont vous faire dire oui, c'est un examen de mauvaise qualité ou de bonne qualité. Et ça, c'est pour chacune des séquences. Concernant l'interprétation à proprement parler de l'examen, cette interprétation va commencer dans un premier temps par l'évaluation du volume prostatique et de la densité de PSA, puis par l'interprétation du PAERADS, puis le bilan d'extension. On a un schéma vraiment très standardisé de lecture. Donc concernant le volume prostatique, eh bien il peut être fait par différents moyens techniques, peu importe. Ce qui est important, c'est que vous nous donniez le PSA pour qu'on puisse vous calculer la densité de PSA. Comme vous le savez, la densité de PSA, c'est le meilleur, c'est vraiment un très très bon marqueur prédictif de la présence d'une lésion cliniquement significative quand il est supérieur à 0,15 nanogrammes millilitre. La deuxième étape, c'est le PAERADS, donc le score PAERADS, score standardisé d'interprétation de l'examen, repose sur un score de 1 à 5, donc 1, pas de risque de cancer, probablement pas de risque, douteux, risque significatif, très significatif de cancer de prostate. Ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez qu'il y a une corrélation entre le score PAERADS et la présence d'un cancer cliniquement significatif. Globalement, c'est des petits tableaux à bien connaître parce que quand vous expliquez à un patient qu'il a un PAERADS 5, ça veut dire qu'il a 80% de risque d'avoir une lésion significative. Un PAERADS 4, c'est 60 et un PAERADS 3, c'est 20%. Cette interprétation repose donc sur l'analyse de la séquence, des séquences de diffusion, de perfusion et T2, sachant qu'en fonction des secteurs, le poids des séquences est différent. Donc l'analyse en zone périphérique, c'est plutôt la séquence de diffusion, c'est la séquence de diffusion qui est la séquence majoritaire, et sur la zone de transition, c'est la séquence T2 qui est la séquence majoritaire. Donc globalement, le poids de la diffusion est très important dans l'interprétation de l'examen.
Et je vais vous montrer donc l'aspect typique d'un cancer de prostate en IRM, que vous connaissez très bien. C'est une lésion qui est ronde, en hyposignal T2, restrictive sur la cartographie ADC, bien visible sur la haute valeur de B, avec un aspect marqué et marqué sur ces deux séquences, et qui se rehausse de façon intense et précoce après injection de produits de contraste. Donc ça, c'est l'aspect typique en zone périphérique. Et voici en zone de transition. La zone de transition, c'est quand même 20 à 30% des cancers, donc c'est quelque chose de super significatif. En zone de transition, c'est une lésion qui est plutôt en forme de banane, lenticulaire, plutôt sur la partie antérieure de la zone de transition, qui est homogène, avec des marges floues, qui n'a pas de capsule, qui est restrictif également, et sa perfusion, peu importe, finalement, la perfusion ne rentre pas du tout en ligne de compte. Il y a eu des tas de petites évolutions. Alors, je vous épargne le détail du score PIRADS, mais c'est pour vous dire que ce n'est pas forcément simple, notamment sur l'analyse de la zone de transition, où il y a des tas de petites subtilités. Et vous pouvez voir augmenter le nombre de PIRADS 3, puisque finalement, on a un peu modifié la lecture de cette zone-là, notamment depuis la dernière publication de 2019. Une fois qu'on a fait cette étape de détection avec le PIRADS, on va se concentrer sur le bilan d'extension. Et le bilan d'extension du cancer, c'est évidemment très important. Il doit être fait dans cette même étape de détection. Alors, on n'a pas vraiment de standardisation des critères de lecture pour le critère d'extension. Il y en a qui donnent un score binaire, oui-non, bon, ce qui est évidemment un peu compliqué. On peut vous donner une échelle de Likert de 1 à 5. Je pense qu'il y a une extension à l'espace périprostatique, ou bien on peut utiliser un score, peut-être vous avez vu passer ce score qui s'appelle le EEP score, donc pour extra-prostatic extension, où on va chercher un certain nombre de critères qui sont finalement très simples à chercher, comme le contact de la lésion avec la capsule, le fait qu'il y ait des irrégularités de contour, l'association des deux, ou vraiment la brèche bien visible. Alors ça, vous pouvez voir ça dans des comptes rendus, c'est un score qui est facile, assez reproductible, et donc on aime bien les scores qui sont reproductibles et faciles d'utilisation parce que ça permet d'augmenter la performance et globalement la reproductibilité de la technique. Une fois qu'on a fait cette étape de bilan d'extension, on va vous donner le rapport de l'examen avec l'indication, le volume prostatique, la densité de PSA, l'analyse zone par zone, la localisation de la lésion, sa dimension, l'extension, les petites images clés, très important, et le schéma récapitulatif. Ça, c'est un beau dossier complet qui doit vous parvenir en consultation. Concernant donc l'indication principale, c'est la détection, on a vu, mais il y a aussi la surveillance active. Alors la place de l'IRM dans la surveillance active, elle est fondamentale. Elle va être bien sûr à l'inclusion des patients pour vérifier qu'ils n'ont pas de lésions significatives de la prostate. Donc ça, c'est une modalité d'inclusion classique, IRM, biopsie, PSA. Et puis, une fois que le patient va être inclus en surveillance active, on va faire une réévaluation à 1 an. Et l'évaluation dans le temps, elle sera faite en fonction de cette évaluation à 1 an. S'il y a une lésion visible, on fera une évaluation tous les ans. Si par contre, il n'y a pas de lésion visible à 1 an, eh bien, on passera à tous les 2 ans. Donc, on voit vraiment une place très importante, ici en vert, de l'IRM, quoi qu'il arrive dans la surveillance, à l'inclusion, à 1 an, et ensuite dans le temps pour évaluer le risque de progression. Et cette évaluation du risque de progression, elle ne se fait pas comme ça, entre guillemets, un peu au hasard. Là encore, on a un score qui s'appelle le score Precise. Alors, je suis sûre que vous en avez entendu parler. Le score Precise qui permet de coter de 1 à 5 le fait qu'il y a une progression, qu'il n'y en a pas, que c'est stable ou au contraire qu'il y avait des anomalies qui régressent. Donc, globalement, tous les patients qui ont une imagerie pour la surveillance active, ils doivent avoir ce score Precise dans la conclusion. Et ce score Precise, il va être basé sur le fait que la lésion, elle se modifie sur les séquences morphologiques et donc elle grossit ou que son aspect se modifie dans le temps, et ça, c'est la séquence de diffusion. Ce qui est très important, c'est qu'un patient en surveillance active, il doit avoir son petit dossier avec lui pour que le radiologue puisse toujours comparer avec les imageries antérieures et donc les suivre dans le temps avec les imageries antérieures pour avoir une évaluation qui est une évaluation stable et de qualité. Donc, vraiment un des points très importants. Qu'en est-il du futur de l'imagerie pour nous? On va arriver certainement à des systèmes d'accréditation et de certification dans le temps, et ça sera pour vous un gage de qualité.
On travaille actuellement sur cette thématique au niveau de la Société d'imagerie européenne pour avoir un diplôme un peu certifiant pour donner finalement une légitimité à des radiologues qui sont investis dans cette thématique pour exercer et travailler de la même façon que ça se fait pour la mammographie. Donc je pense que c'est aussi quelque chose qui est important pour vous à savoir. Certification et accréditation qui sont en train donc d'être travaillées au niveau européen. L'accréditation, c'est exactement sur le même système que pour la mammographie. Voilà. Donc, dans les challenges qui nous restent challenge qui nous reste à gagner et les points sur lesquels on doit travailler, c'est la qualité des examens. Et ça, vous êtes les premiers concernés sur le fait que les examens de qualité, même pour vous, la lecture finalement doit vous paraître facile, avec des séquences qui sont bien travaillées et qui sont de très bonne qualité, qui sont indispensables pour une interprétation optimum. Il reste aussi bien sûr, alors là ça vous concerne bien sûr de façon très importante, c'est la qualité des biopsies ciblées, hein, parce que toute cette stratégie diagnostique, elle repose aussi sur la qualité de la personne qui va biopsier. Et on sait par expérience que c'est pas toujours facile de biopsier des petites lésions au niveau prostatique, et que parfois on est obligé de faire plusieurs prélèvements dans la zone, de faire des petits prélèvements saturés dans la zone pour être sûr de bien l'échantillonner. Donc on a encore du travail à faire sur ce ciblage et sur la performance de ces techniques de ciblage. Et les radiologues travaillent activement pour avoir des examens qui sont le plus reproductibles possible sur l'expertise, sur l'accréditation et la certification. Et pour ça, on a besoin du retour avec les cliniciens, c'est-à-dire vous, les retours avec l'anatomopathologie, avec l'évaluation et l'évolution des patients. Et c'est cette collaboration entre l'urologue, le radiologue, l'anatomopathologiste qui font que ce circuit finalement de diagnostic du cancer de prostate devient un circuit vertueux.